Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau top 5. Vous avez vu dans le titre le top 5 que c'était, je sais pas trop comment je l'aurais écrit, mais normalement vous aurez compris à peu près ce que c'est, et peut-être qu'avec la miniature aussi, enfin je sais pas trop comment je vais me débrouiller avec ce titre et cette miniature. Mais en fait cette vidéo est la vidéo un peu de la galère. Voilà, je vais tout vous dire dans cette vidéo. J'avais pas d'idée pour cette vidéo, je me suis dit je vais faire un petit top 5, donc évidemment je suis repartie sur le top X de Goodreads qui date de 2019, et puis j'ai un peu cherché, etc. J'ai rien trouvé, franchement, il n'y a rien qui me tentait. J'ai fait défiler plusieurs mois jusque courant 2020, et franchement ça m'a pas enjaillé plus que ça. Et puis je sais plus, je suis tombée sur un top des couleurs de l'automne ou un délire comme ça, mais ça j'ai déjà fait. Et ensuite j'ai regardé la date à laquelle cette vidéo devait sortir et je me suis dit, en vrai, au moment où elle sort, la veille, c'est la fête nationale française. Donc si vous savez pas, si vous n'êtes pas français, le 14 juillet, c'est la fête nationale française. C'est l'anniversaire de la prise de la Bastille, de la Révolution, du renversement des rois et des reines, enfin... Bref, c'est la fête nationale française. Et donc je me suis dit, je vais faire un top aux couleurs de la France. Voilà, mon idée trouvée pour aujourd'hui. Je me suis dit, voilà, j'ai plus qu'à monter dans ma pièce bibliothèque et sortir ces livres de couleurs bleu, blanc et rouge, tu vois. Et là, deuxième galère, vraiment je vous raconte tout, deuxième galère parce que faire un top, en fait, au début c'était vraiment genre les meilleurs livres, ceux que je préférais à chaque fois pour la thématique. Aujourd'hui c'est plus trop le cas parce que sinon en fait je vous montrerai toujours les mêmes. J'ai pas énormément de livres que je préfère, il y en a peut-être une dizaine ou une quinzaine, mais en gros c'est les mêmes qui tournent. Vous voyez, donc là si réellement je prends mes deux livres préférés rouges, mes deux livres préférés bleus, mes deux livres préférés blancs, vous les avez déjà vus 100 milliards de fois sur la chaîne et j'en ai déjà parlé 15 millions de fois. Et honnêtement, j'ai pas envie d'en reparler aujourd'hui. Enfin, franchement, j'en ai déjà parlé 15 millions de fois. C'est bon, à un moment donné, passons à autre chose, vous voyez. Donc, je me suis dit, je vais choisir des livres rouges, bleus et blancs, donc, enfin bleu, blanc, rouge, vous avez compris, dont j'ai envie de reparler, dont j'ai pas reparlé 46 milliards de fois déjà sur la chaîne, sur lesquels j'ai quelque chose d'un minimum intéressant à dire, et que j'ai malgré tout aimé. J'ai mis une bonne heure à sortir les livres des bibliothèques. Vraiment c'était compliqué, à tel point qu'au bout d'un moment je me suis dit laisse tomber, je vais faire un autre top, mais j'ai pas d'autres idées de top. Je me suis dit je vais faire une autre vidéo, mais j'ai pas d'autres idées de vidéo. Je me suis dit cette vidéo va être pas ouf, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois au moment de la filmer d'avoir l'impression que c'est pas ouf, et au moment de la monter de bien l'aimer et d'avoir des bons retours de votre part. Donc je me suis dit allons-y, let's go. Il y a à peu près une heure et demie, je me suis installée dans cette même pièce avec ces livres, etc. pour filmer la vidéo, mais il faisait franchement pas loin de 30 degrés dans la pièce, sachant que pour filmer la vidéo, je suis obligée d'un minimum ouvrir le volet, il n'est pas ouvert complètement. Mais sinon, parce que sinon le soleil tape vraiment et je vais décéder. Je peux pas mettre la clim, je peux pas mettre de ventilo pendant que je filme, et vraiment c'est compliqué. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais mettre la clim un petit peu en attendant pour rafraîchir un minimum la pièce parce que sinon je vais décéder. Et là maintenant, je peux venir face à vous pour vous montrer ces 6 livres. Je pense que ça sera marqué dans le titre. Je me voyais pas faire un top 5, sachant qu'il y a 3 couleurs dans le... Donc, me voilà maintenant prête à vous montrer ces 6 livres dans ce top. Je me voyais pas faire un top 5 alors qu'il y a 3 couleurs dans le drapeau français. Et il aurait fallu que je choisisse une couleur où je vous montrais qu'un livre. Du coup, là, il y a 2 couleurs. Enfin, il y a n'importe quoi, il y a 3 couleurs et 2 livres par couleur à chaque fois, sachant que pour me faciliter la tâche, ça je l'avais décidé bien avant de galérer pendant une heure, je me suis concentrée sur la couleur des dos des livres. Je vais vous montrer que le premier, si vous ne savez pas ce que c'est le dos du livre, en gros, là pour le bleu, je me rends compte que la couverture est globalement bleue, pour les blancs également. Pour les rouges, je pense pas. Mais en gros, je me suis pas concentrée sur la couleur de la couverture, mais sur la couleur du dos. Donc le premier, c'est un bleu et c'est Elia, la passeuse d'âme de Marie Vareille. Et donc en fait, le dos, c'est ça. C'est ce qu'on voit dans les bibliothèques et c'est ce avec quoi je m'amuse dans les bibliothèques derrière moi. Vous voyez, bon là, il se trouve que le livre est globalement bleu. Alors c'est pas le bon bleu, c'est pas le bleu du drapeau français, mais... écoutez, c'est du bleu. J'ai choisi celui-là parce que Elia, la passeuse d'âme, à chaque fois je dis Ella, c'est Elia. Bref.
C'est une dystopie. C'est l'une des rares dystopies françaises qui est pour moi à la hauteur de Divergente et Hunger Games en termes de world building, même en termes de personnages principaux, de personnages féminins, en termes de construction de l'univers, etc. Enfin, vraiment, Marie Vareille a clairement surfé sur la vague populaire des dystopies à l'époque, donc avec Hunger Games et Divergente. Elle a pris tous les codes des dystopies et elle a créé son univers, elle a créé son héroïne. Et c'est écrire une dystopie pour sortir la dystopie au moment où les dystopies sont populaires, certes, n'empêche que ça reste extrêmement bien fait, extrêmement bien construit, extrêmement bien écrit. Qu'à ce jour, j'ai toujours pas lu autre chose de Marie Vareille, il faudrait que je me renseigne là-dessus. Il se trouve que Marie Vareille est une autrice française. Alors je me suis pas compliqué la tâche à vous montrer que des livres bleus, blancs et rouges écrits par des auteurs françaises et des auteurs français et des autrices françaises, parce que sinon je m'en sortais pas. Mais Marie Vareille est française et franchement j'ai adoré. Ici en gros on va rencontrer Elia qui travaille dans une espèce de centre médical. Alors elle a 16-17 ans peut-être, donc elle est plutôt en stage ou plutôt en job d'été, vous voyez, mais elle travaille là-bas et en gros son rôle c'est passeuse d'âme, un truc comme ça, faire passer les âmes parce que quand quelqu'un a fait quelque chose d'illégal, eh bien elle doit globalement mettre un terme à sa vie. C'est un délire comme ça. Elle doit exécuter ceux qui sont devenus des poids pour la société. Vieux, malades, opposants, etc. etc. Voilà, donc ça c'est son rôle. Tuer des gens à longueur de journée, c'est marqué dans le résumé. Et au tout début du livre, évidemment, elle va rencontrer quelqu'un qui vient qui est amené là pour qu'elle exerce son métier. Et cette personne va la convaincre de la gracier, en fait. De ne pas faire ce qu'elle a à faire. Et Elia va se laisser convaincre évidemment, sinon il n'y a pas d'histoire. Et puis ensuite on va en apprendre plus. Ici on n'est pas dans le cas de Hunger Games, c'est-à-dire qu'on n'est pas avec une héroïne qui vient d'une des basses cases de la société. Elia à l'inverse est fille d'un homme extrêmement bien placé dans la société. Elle a toujours eu tout ce qu'elle voulait, elle a été élevée avec tout l'argent possible, toutes les... Enfin vraiment, elle a grandi dans un appartement hyper riche, hyper bien placé, et ils ont à manger à leur faim, etc. etc. Enfin vraiment, elle est éduquée dans tout le luxe possible de la société, et donc le prisme par lequel elle voit la société, c'est ce prisme-là, de privilégié. Donc en fait, elle se rend pas compte au début d'à quel point la société peut être extrêmement négative et extrêmement mal construite pour ceux qui ne sont pas dans son cas. Et avec cet acte qu'elle commet, elle va donc devoir fuir, et là, elle va découvrir le vrai visage de la société, parce qu'évidemment, dans son appartement très choyé et très luxueux, on lui a donné une image un peu édulcorée, un peu idéalisée de la société dans laquelle elle vit, et elle va se retrouver face à tout ça. Franchement j'ai adoré, vraiment. Donc il y a 3 tomes, les 2 premiers sont dans les tons bleus comme ça, et le 3e est dans les tons orange, parce que c'est saison chaude. Donc il y a le tome 1, le tome 2 qui s'appelle saison froide, et le tome 3 qui s'appelle saison chaude. C'est une trilogie de dystopie, tout ce qui est plus classique, mais vraiment si vous aimez les dystopies et que vous n'avez pas encore lu celle-là, bah allez-y les yeux fermés. Ensuite j'ai choisi les textes, donc ici le tome 2, Les Seins de Mel 2.2. Normalement je vous montre pas les tomes 2, les tomes 3, les tomes 4, etc. d'une saga, j'essaye toujours de vous montrer le premier tome, c'était le cas pour Elia par exemple. Mais au bout d'un moment, trouver des livres dont j'avais envie de parler aujourd'hui, c'était devenu compliqué avec le code couleur de la France. Donc ce sera les textes, tome 2. Et puis en plus c'est un livre que je vous montre jamais, puisque je vous montre toujours le tome 1 dans les tags et les tops que je peux faire. Le tome 1 étant vert. C'est une saga de science-fiction que j'ai absolument surkiffé. Je vous en ai quand même beaucoup parlé, mais j'ai choisi de la remontrer ici parce que ça reste une saga française de nouveau, je crois. Oui, pas fait exprès vraiment, mais il me semble que l'autrice est française. C'est chez Sharon Kenna, et c'est une série dont j'en ai
dont j'entends jamais parler, que je vois jamais. Alors maintenant, elle date certes, mais elle est quand même vachement cool et vachement bien. Et la science-fiction, c'est pas mon truc. La science-fiction sous toutes ses formes, c'est pas mon truc. Et pourtant, le prochain que je vais vous montrer, c'est aussi de la science-fiction. C'est pour ça que je l'ai choisi, parce que c'est pas un genre que j'aime particulièrement. C'est pas un genre vers lequel je me tourne et que je lis quotidiennement ou alors tous les mois, vous voyez. Et pourtant, celui-ci, j'ai adoré. Ici, au début, on va suivre une jeune fille qui a été enlevée, qui est séquestrée par on ne sait pas trop qui, par on ne sait pas trop quoi. On est clairement sur une planète un peu désertique, on est sur de la science-fiction mélangée à de la dystopie, je dirais. En gros, on est dans un monde futuriste où tout est désertique, tout est catastrophique, et tout repose sur la science et les mutations. Le titre du tome 1, il me semble que c'est mutagénèse, donc les mutations du genre humain. Il y a des humains qui ont les cheveux roses, les cheveux bleus, mais naturellement, vous voyez, des yeux aussi très particuliers, des couleurs de peau qu'on trouve pas nous aujourd'hui sur notre planète. Vous voyez, c'est ce genre de mutation génétique, d'évolution de l'humain pour s'adapter au monde qui a évolué lui aussi. Et donc au début du tome 1, on a une jeune fille enfermée de mémoire dans une espèce de cage en verre, retenue par on ne sait pas trop qui, on ne sait pas trop quoi, et on a un groupe de personnes qui sont a priori des amis de cette jeune fille, qui viennent la sauver, qui viennent la libérer, sauf que cette jeune fille n'a plus aucune mémoire, elle ne se rappelle plus de rien, et donc elle se retrouve partagée entre le fait que s'ils viennent la libérer, c'est qu'ils sont de son côté et qu'ils sont gentils, mais en même temps, de par leur comportement, elle n'est pas très sûre qu'ils soient réellement les gentils de l'histoire. Et tout le tome 1 est construit autour de ça. C'est la saga avec le plus de rebondissements, le plus de révélations, le plus de retournements de situation que je n'ai jamais vu. À la fin, j'avais fini avec le cerveau en lambeaux, mais vraiment. Et t'as pas ce côté de trop quand tu le lis. T'es pas en mode ouais bon c'est bon, un quatrième rebondissement, un cinquième, un sixième, c'est bon, c'est bon. Non, vraiment. En fait à chaque fois je me disais bon là c'est le dernier c'est sûr. Non, encore un, putain mais ça c'est le dernier c'est sûr. Et non en fait, l'autrice va toujours plus loin et toujours à contre-pied de ce à quoi tu t'attends. Et franchement j'adore. J'ai adoré cette saga. L'avoir entre les mains ça me donne envie de la relire. Moi qui ai commencé à relire certaines sagas il y a quelques années maintenant, j'en relis à peu près, enfin j'en relis une par an, pas à peu près du tout, c'est une par an. J'ai relu Harry Potter, j'ai relu Hunger Games, cette année je relis Divergente. Peut-être que je relirai les Tags, parce que franchement c'est trop cool. On passe maintenant aux livres à dos blanc et à couverture blanche, majoritairement aussi. En général ça va ensemble, c'est juste que je me suis pas contrainte à choisir des couvertures blanche, j'aurais pu choisir la facilité et aller chercher dans mes poches blancs qui sont du coup là-haut, mais j'avais pas envie. J'avais un peu la flemme de retirer les livres qui sont devant pour choisir le poche derrière, etc. Je me suis dit que j'allais trouver des grands formats et j'en ai trouvé bel et bien deux. Donc le premier c'est Supernova de Cass Morgan, c'est le tome 2 de Light Years, et Cass Morgan elle est plus connue, enfin elle est surtout connue pour avoir écrit la saga Les 100 ou The 100 en VO qui a été adaptée en série. Donc Les 100 c'est un peu du post-apo plus que de la science-fiction, je dirais. Ici on est clairement en science-fiction. Ici on ne touche pas la Terre, on est dans les airs, dans l'univers, sur des gros vaisseaux. En gros il y a, je crois qu'il y a quand même plusieurs planètes. Oui. Bref, il y a, ou alors c'est que des vaisseaux, je ne sais pas. En tout cas, on est dans l'espace, on n'est pas sur la Terre elle-même. On est soit sur des planètes inconnues pour nous, soit que dans des vaisseaux, des gros avions un peu, mais des gros satellites. Voilà, c'est ça que je cherchais. On va suivre plusieurs jeunes qui viennent de plusieurs univers différents, de plusieurs villes différentes, de plusieurs endroits de la galaxie éloignés les uns des autres, et qui vont tous intégrer l'académie. L'académie, c'est la meilleure école de tout l'univers ici, c'est l'école que tout le monde veut intégrer, et c'est l'école de l'élite. Jusque avant le début du tome 1, il n'y avait que les enfants issus de familles de l'élite, de familles riches, etc. qui pouvaient intégrer l'académie. Et là, cette année-là, au moment du début du tome 1, donc ça c'est le tome 2, au moment du début du tome 1 qui est noir, enfin le livre je veux dire, bref, tout le monde a accès à l'académie, il suffit d'avoir des bons résultats
pour l'intégrer, et on va suivre plusieurs personnages qui vont intégrer cette académie, 4 ou 5 jeunes filles et jeunes hommes qui ont entre 16 et 17 ans. Chacun a sa particularité évidemment. Il y en a un, c'est le gars qui sort du fin fond de sa campagne, qui n'aurait jamais pu intégrer l'académie avant, mais avec les nouvelles règles, vu qu'il a toujours bien travaillé à l'école, qu'il adore ça et qu'il a une intelligence de ouf, eh bien il peut intégrer l'académie. Il y a à l'inverse la fille de Bourges qui de toute manière aurait intégré l'académie, qui est la fille d'un des plus grands dirigeants de la société, enfin bon bref, d'une des plus grandes dirigeantes d'ailleurs, qui intègre la société et qui adore ça. Et puis il y a d'autres profils comme ça, mais j'ai pas trop envie de vous spoiler. Et en fait, la plume et la construction de Cass Morgan est vraiment intéressante je trouve, parce que dans le même temps, elle te présente les personnages, elle te présente l'univers en te donnant les éléments de chacun de chacune des villes, chacune des planètes, chacun des satellites desquels viennent ces personnages à chaque fois. Et en même temps, en gros, on ne rencontre pas chaque personnage chez lui, on n'a pas un chapitre entier sur chaque personnage chez lui, dans sa petite vie, etc. Non, tu rencontres le premier réellement chez lui, et puis le deuxième sur son voyage, et puis le troisième à l'arrivée de l'académie. Vous voyez, c'est ce genre de truc, donc en fait, elle te présente les personnages au fur et à mesure, en même temps, on avance et on intègre l'académie, et en même temps, elle te balaye tout l'univers, et elle te présente tout ce qu'elle a à te donné en termes de world building. Et ensuite, une fois que tous les personnages se sont rencontrés, l'histoire va réellement démarrer. Mais à ce stade-là, on est déjà au tiers du roman, et on a déjà tous les éléments de l'histoire. Enfin vraiment, je sais pas comment expliquer, mais j'ai trouvé ça vraiment cool. Moi qui ai du mal à m'imaginer tous ces trucs dans l'espace, dans le ciel, etc. Là, j'ai trouvé ça vraiment cool, vraiment génial. Les personnages sont ultra intéressants, ultra bien construits. Il y a beaucoup de révélations, beaucoup d'éléments. Et elle réussit à mettre en place ce côté stress pour le personnage. Qu'est-ce qui va se passer? Oh mon dieu, qu'est-ce qui va lui arriver? Vraiment, j'ai adoré. C'est un diptyque, hein, donc c'est en 2 tomes seulement. Franchement, c'était trop cool. Donc si vous connaissez pas ou vous avez un peu peur d'y aller, ben n'ayez plus peur et allez-y. Le deuxième livre blanc, c'est Afterworld de Scott Westerfield. Il est pas connu beaucoup celui-là, en tout cas je l'ai pas beaucoup vu, et pourtant il est vraiment vraiment génial. Scott Westerfield, c'est l'auteur de Uglies qui a été adapté il y a pas longtemps en série ou en film, je sais plus, mais je l'ai vu passer. J'avais tenté Uglies et puis il me semble que j'ai abandonné le tome 2 parce que ça m'avait un peu saoulé, mais là c'est un one shot. Alors un one shot énorme certes, mais un one shot quand même. Il fait 670 pages, un truc comme ça, voilà. Donc c'est pas un petit livre, mais c'est vraiment chouette. En gros, on va suivre ici 2 personnages, 2 jeunes filles différentes. D'un côté, on a Darcy, qui fait une césure dans ses études universitaires. Elle s'accorde 1 an pour ne pas étudier à l'université parce qu'elle vient de publier son livre, donc voilà, elle s'accorde ça pour finir d'écrire, puis le publier, etc., etc. En gros, elle vient de signer le contrat d'édition, et donc elle a 1 an pour réellement finir d'écrire, travailler avec sa maison d'édition, et puis sortir le livre. Il me semble que c'est un délire comme ça, donc on a toute cette part-là d'édition, de travail éditorial et tout. Franchement, j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop cool. Et de l'autre côté, on va suivre Lydie, et c'est là que ça se complique. Lydie, c'est le personnage principal du livre qu'écrit Darcy. Ok? Donc on a d'un côté l'histoire de Darcy dans la vraie vie, on va dire, et de l'autre côté l'histoire de Lydie, qui est l'histoire que Darcy écrit. Et donc en fait c'est une autre facette de Darcy, mais pas vraiment parce que c'est un autre personnage quand même. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Je sais pas comment l'auteur a réussi à ne pas se perdre au milieu de tout ça. Le concept est génial, les personnages sont trop cool, l'univers est absolument dingue. Et on parle ici, si je ne me trompe pas, de romance FF. En tout cas, l'un des 2 personnages, je sais plus lequel, peut-être les 2, mais se cherchent en termes de sexualité, en termes de sentiments amoureux, etc. etc. On parle quand même d'une toute jeune adulte, hein, pour Darcy et pour Lydie aussi. Évidemment, elle ne va pas créer un personnage de 50 ans, tu vois. Et donc voilà, il y a tous ces questionnements-là, mais qui sont dédoublés, entre guillemets, puisqu'il y a les vrais questionnements de Darcy et ce qu'elle a donné à son personnage, Lydie. Enfin, franchement, c'est absolument génial, c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien construit, j'ai adoré cette histoire. Encore une fois, je l'ai très très peu vue, enfin je l'ai même jamais vue, je crois, sur aucune chaîne YouTube, alors que
bah, c'est un livre à lire et à mettre entre toutes les mains des plus jeunes, vraiment. C'est chez Pocket Jeunesse et ça date vraiment de quand date ce livre, je vais vous le dire. 2014 pour la VO, 2015 pour la VF, voilà. Donc ça a 10 ans, mais c'est à lire quand même. Pour les livres rouges, j'ai particulièrement galéré et j'ai fait une petite entorse à ma propre règle, enfin l'une de mes règles que je m'étais dictée, c'était de pas vous montrer de livres que j'ai lus trop récemment et dont je vous ai parlé en update cette année ou en toute fin d'année dernière, parce que pour celui-ci je ne sais plus. Mais honnêtement, pour les livres rouges, j'ai vraiment galéré parce que j'ai beaucoup de livres rouges, mais j'en ai beaucoup qui sont des tomes X ou Y de saga de romance. Et donc en fait, vous parlez d'un tome 4 d'une saga de romance ou d'un tome 3 d'une saga de romance aujourd'hui, alors que je les ai lus il y a 4-5 ans, bah j'ai rien à en dire, à part que j'ai passé un bon moment au moment où je l'ai lu. Je trouve pas ça hyper intéressant. Donc, j'ai ressorti celui-ci, qui est aussi un tome 2. Donc, c'est La fille qui a sauvé Noël de Matt Haig, illustré par Chris Mould. Le tome 1, c'est un garçon nommé Noël. Et franchement, j'ai adoré ce livre-là. Je vous en ai parlé il n'y a pas hyper longtemps sur la chaîne en update, c'est vrai. Mais franchement, c'est absolument génial. Donc, c'est illustré, comme je viens de le dire, par Chris Mould. Voilà. Il y a des petites illustrations, il y a des plus grandes illustrations. Et donc, c'est un livre qui parle de Noël. Vous le savez si vous me suivez, Noël, c'est pas franchement mon délire. Moi, je suis plutôt de la team Halloween, les sorcières, les chaudrons, les machins, les trucs, les fantômes, vous voyez. Tout ce qui est sapin, lutin, même cadeau et tout. Enfin, vraiment, c'est pas mon truc, cette ambiance de Noël. L'ambiance d'Halloween, j'adore. L'ambiance de Noël, franchement, pas du tout. Mais depuis 2 ans maintenant, j'achète et je lis en décembre des petits livres jeunesse qui se passent à Noël ou qui tournent autour de Noël. Et franchement, j'adore. La romance de Noël, c'est pas trop mon truc, mais ça, j'adore. Donc il y a 2 ans, j'ai lu Un garçon nommé Noël, le tome 1. Et l'année dernière, en 2024, j'ai lu La fille qui a sauvé Noël. Ici, on va suivre Amelia, c'est ça, on est en 1841 à Londres. L'ambiance est absolument géniale. Et en fait, ce livre se passe sur 2 Noëls différents. Il y a le premier Noël qui est une catastrophe pour Amelia. C'est vraiment l'un des pires jours de sa vie, si ce n'est le pire jour de sa vie. Il n'y a rien qui va. Elle est pauvre, elle vit toute seule avec sa mère dans un petit appartement et elle ramole les chenilles pour joindre les 2 bouts. Et même le peu qu'elle a, elle va le perdre à ce Noël-là. Elle s'effondre et elle ne croit plus en rien, elle ne croit plus en la magie de Noël. Et l'histoire qu'on a, c'est réellement 1 an plus tard. Alors ça prend quand même un bon tiers du bouquin, ce que je viens de vous dire, je dirais. Mais 1 an plus tard, à Noël, il y a des gens qui vont essayer de redonner goût à la vie à Amelia et qui vont lui essayer de lui apporter la magie de Noël à Noël. Donc franchement c'est un livre vraiment génial. Matt Haig a une écriture absolument géniale, c'est très immersif, c'est quasiment incisif mais c'est très poignant, c'est vraiment très cool à lire. Après, il prend pas de pincettes avec ses lecteurs-lectrices et avec son univers, ni avec ses personnages. Franchement, dès le début, il maltraite tout ce petit monde, vraiment. Il y va pas avec le dos de la cuillère, comme dirait ma grand-mère. Mais vraiment, moi j'adore. J'adore. Je doute que j'aurais aimé à l'âge auquel c'est dessiné parce que c'est marqué 9-12 ans. Je doute qu'entre 9 et 12 ans, j'aurais aimé ce livre-là, mais à 30 ans, franchement, je l'ai absolument surkiffé. Bon, je vais en avoir 32 bientôt. Mais bref, franchement, c'est absolument génial. En fait, il y a autant de tristesse que de joie, il y a autant de magie de Noël que de dépression dans ce livre, vraiment. Et à Noël, tout le monde n'est pas forcément joyeux, tout le monde n'est pas forcément content, parce que c'est Noël, ça suffit pas en fait pour la plupart des gens. Enfin, il y a des gens qui n'aiment pas Noël, il y a des gens qui sont pas bien à Noël. Et là, ça montre les 2 facettes de Noël et j'ai trouvé ça vraiment cool. Et le dernier livre n'a pas une couverture rouge, mais bel et bien un dos rouge. Donc c'est Dans le murmure des feuilles qui dansent de Agnès Ludig. Et rien que le titre est absolument magnifique. Ici, on va suivre principalement 3 personnages. On va suivre une jeune femme qui, à la suite d'un accident, perd une fonction d'un membre. Honnêtement, je sais plus trop lequel, donc je voudrais pas dire de bêtises. Et donc, elle se retrouve à l'hôpital suite à cet accident pour s'en remettre. Elle fait de la rééducation, etc., etc. Et elle se perd un peu dans l'écriture.
c'est ça qui l'aide au quotidien. Et donc on suit un petit peu sa vie, etc. Et de l'autre côté, donc elle s'appelle Anaëlle, je sais pas si je vous l'ai dit. Et de l'autre côté, on a Thomas qui est un petit peu bénévole à l'hôpital et qui va toutes les semaines, ou en tout cas très régulièrement, à l'hôpital, donc le même que celui que Anaëlle va, pour lire des histoires à un petit garçon qui est alité, qui est malade. Et franchement, cette histoire m'a bouleversée, cette histoire m'a extrêmement touchée parce que, et ça c'est très personnel, bon, déjà j'adore l'écriture d'Agnès Leudig, elle a une écriture malgré tout simple, c'est pas un gros mot et c'est pas méchant, mais elle a une écriture très simple, très douce, très fluide à lire et avec le choix de mots extrêmement précis, elle fait passer énormément d'émotions et elle dépeint tellement bien les choses, vraiment j'adore Agnès Leudig. Bref, en fait avec cette histoire, j'ai pu comprendre ce que mes grands-pères ont pu ressentir, ce que mes grands-mères ont pu ressentir. Ici on parle de handicap, on parle de personnes blessées qui vont perdre la fonction d'un membre, qui vont être alitées, qui ne vont pas pouvoir vivre leur vie comme ils l'entendent, ou alors pour Anaëlle qui qui ont eu une vie à peu près normale jusque-là et qui vont devoir s'adapter à leur nouvelle vie après cet accident. Il faut savoir, et j'en ai très peu parlé, mais c'est personnel, mais bref, mes deux grands-pères sont décédés aujourd'hui, ça je l'ai dit plusieurs fois sur la chaîne, mais mes deux grands-pères étaient handicapés. L'un avait une des jambes coupées au niveau du genou et l'autre avait des doigts en moins. Ils ont tous les deux été handicapés, ils ont tous les deux eu ce début de vie avec tous leurs membres et puis cette fin de vie, cette grosse moitié de vie même pour les deux, avec des membres en moins. Et en fait, moi j'ai toujours connu mes grands-pères handicapés, je ne les ai jamais vus avec leurs deux jambes ou avec tous leurs doigts par exemple, vous voyez. Donc en fait, j'ai grandi comme ça, avec eux comme ça, et je m'étais jamais posé de questions sur leur vie d'avant, sur comment ils ont vécu cet accident, ce handicap, comment ils se sont adaptés, comment mes grands-mères ont fait aussi. Alors perdre une jambe c'est un peu plus handicapant que perdre des doigts, mais quand même le grand-père qui a perdu ses doigts ne pouvait plus travailler après la perte de ses doigts. Donc c'est toute une réorganisation du quotidien en fait, et moi j'ai pas vu cette réorganisation là, je l'ai pas vécue. Moi je suis arrivée et au moment où j'étais assez grande pour comprendre ce qui se passait, eh bien c'était normal pour moi, c'était leur vie normale. C'est pas des questions auxquelles je me suis posée et au moment de lire ce livre là, il y a pas mal de choses que ça a remué en moi de ce côté là et je trouve que c'est une manière très douce et très intelligente d'aborder le handicap. Il y a le handicap de naissance, il y a celui qui est visible, celui qui est invisible, celui qui vient après un accident, celui qui est physique, celui qui est mental, enfin vraiment il y a plein de handicaps différents et ici alors on les aborde pas tous parce qu'elle peut pas tout faire en un seul livre, mais c'est extrêmement bien écrit, les personnages de Agnès Leudig sont toujours extrêmement humains, extrêmement touchants et sur mon post-it c'est drôle parce que j'ai écrit poétique mais écrit simplement, bouleversant, émouvant et entre parenthèses j'ai rajouté pas à la hauteur de Part avec lui et j'ai hésité dans cette vidéo à vous montrer Part avec lui puisque Part avec lui a le dos bleu, mais Part avec lui j'en ai quand même énormément parlé sur la chaîne, c'est un autre livre d'Agnès Leudig, c'est le premier que j'ai lu et c'est celui que je préfère encore aujourd'hui, mais je pense que dans le murmure des feuilles qui dansent est juste derrière Part avec lui. Vraiment c'est deux thématiques extrêmement différentes et ici on est sur quelque chose qui me touche de manière beaucoup plus personnelle. Mais franchement j'ai adoré ce livre là, je ne peux que vous recommander de lire Agnès Leudig. Et encore une fois je finis ce top avec une autrice française. Donc en fait je pense que je vous ai montré 3 autrices françaises et 3 autrices auteurs anglais, anglophones. Parce que je pense que Scott Westerfield et Matt Haig sont anglais et Cass Morgan doit être américaine. Un truc comme ça. Mais bref, je n'ai pas fait exprès de vous montrer 3 autrices françaises, mais c'est le cas. En tout cas, je vous encourage à lire Agnès Leudig, n'importe lequel. Franchement, allez-y, les yeux fermés avec n'importe lequel de ces livres. Des fois ça le fait, des fois ça le fait pas avec moi, mais tentez. J'ai mis un peu plus de temps à tourner cette vidéo que prévu, mais je suis contente d'avoir réussi malgré toutes les galères à la tourner et à vous la publier. J'espère qu'elle vous a plu. Je m'arrête là, comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.